Je m'appelle Julien Willem et je fais plusieurs choses dans ma vie professionnelle. Donc, c'est une société de conseil, hein. Je fais pas que ça, en fait, hein. Je fais de l'analyse, je fais de la formation en éco-conception numérique, donc le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et je fais aussi du développement. Alors, des développements, j'en fais pas tellement chez Temesis parce on n'est pas tellement sur cette partie-là opérationnelle, mais je le fais à côté. C'est d'ailleurs ce qui m'a conduit en fait chez Temesis. Donc, je suis aussi développeur freelance et exclusivement sur cette branche numérique responsable, donc éco-conception de services numériques, exclusivement. Alors, c'est un sujet qui se résume évidemment pas en quelques mots comme ça. On va dire qu'aujourd'hui, on a toujours plusieurs façons de concevoir des produits et donc l'éco-conception, ça va être une façon de concevoir en fait un petit peu différente du boule traditionnel qu'on a l'habitude d'aborder. Comme le nom le laisse sous-entendre, c'est quelque chose qui va tenir compte des impacts environnementaux en fait de ce qu'on cherche à concevoir. Mais on ne s'arrête pas à ça. On parle beaucoup d'éco-conception, mais en fait, tout ça, ça s'inscrit plus dans un cycle de numérique responsable. Et ce qu'on appelle le numérique responsable, c'est une vision plus globale où, pour le coup, on va parler bien sûr des impacts environnementaux, mais aussi des impacts sociétaux qu'on va pouvoir avoir avec un service, de ses finalités d'un point de vue sécurité, d'un point de vue respect de la vie privée, donc éthique. Et ça va chercher beaucoup plus loin que ça. Donc, l'éco-conception, il y a différents objectifs, hein, qu'on va chercher à atteindre. Donc là, je me résume à parler bien sûr d'éco-conception de services numériques, hein, et pas de produits numériques tels que pourrait être un smartphone, hein, qui peut être aussi, qui doit aussi faire l'objet d'une démarche d'éco-conception au même titre. Donc vraiment sur la partie logicielle, on va avoir trois objectifs majeurs. Le premier, ça va être vraiment de réduire la consommation en données, en énergie à un instant T. Donc, typiquement, un service, quand vous allez utiliser une application, l'objectif, c'est que ça puisse consommer le moins possible. Donc, ça, c'est vraiment ce dont tout le monde entend parler, ce que tout le monde connaît, parce que c'est effectivement ce qu'on nous dit le plus. Euh, Bien sûr, c'est quelque chose qui est important, mais c'est pas le plus important, parce qu'aujourd'hui, la problématique qu'on a avec la pollution numérique, les plus gros impacts se situent en fait à la fabrication de nos terminaux. Et plus précisément, ce sont nos équipements à nous, hein, utilisateurs, donc tout ce qui est smartphone, ordinateur, tablette et ainsi de suite, qui sont la source du problème, tout simplement parce que, bah, comme je viens de le dire, c'est des équipements individuels, donc ils sont très, très, très nombreux. Et on a tendance à les changer très, très, très souvent. Et ça creuse forcément beaucoup de problématiques parce que pour fabriquer ces équipements, il faut déjà trouver les ressources, il faut les transporter, il faut les travailler. Ça pollue énormément de plein de façons. Donc, je ne vais pas m'amuser à lister là tout de suite. Mais le fait est qu'on a ces équipements-là donc, qui sont vraiment très nombreux et qu'on change souvent. Et en face, parce qu'on parle souvent des data centers, hein, comme étant une source de pollution en termes de pollution numérique, qui ont aussi leur part de responsabilité, mais en face, on a quand même des équipements qui sont mutualisés et qui vont durer très très longtemps, qui vont servir donc à beaucoup d'utilisateurs pour très longtemps. Donc aujourd'hui, le problème vient vraiment de la production des équipements, de nos équipements à nous, et donc je reprends le fil du cycle des objectifs. Le fameux deuxième objectif que nous, on va chercher à atteindre, en de l'éco-conception, donc de la conception responsable de services numériques, c'est vraiment de dire, aujourd'hui, nos équipements, on les change, mais bien souvent pour de mauvaises raisons. Et une de ces mauvaises raisons-là, qui est très, très, très prééminente, on va dire, c'est qu'en fait, on a des logiciels qui sont très lourds et qui font ramer nos équipements, qui ceinturent tout simplement en fait leur capacité. Et ça, c'est quelque chose que les utilisateurs n'aiment pas. Et souvent, on entend des utilisateurs qui changent, notamment de smartphone, parce que, en fait, il n'est pas assez performant, qu'il ne va pas assez vite. Alors qu'en fait, il n'y a pas du tout de casse. C'est juste que tout ce qui tourne dessus, tout ce qui est dessus, est beaucoup trop gourmand pour cet équipement. Donc, on se dit que si on arrive à réduire, objectif numéro un, je rappelle, si on arrive à réduire la consommation à un instant T, on va pouvoir, dans le temps, avoir des équipements moins puissants qui vont tenir plus longtemps, tout simplement parce qu'on leur en demande moins. Donc, déjà, les batteries aussi vont s'en sentir améliorées. Mais surtout, on va éviter de les mettre, de les pousser dans le retranchement, alors qu'en fait, ils en ont dans le ventre, si on peut dire. Donc, ça nous permet chiffres, hein, la production des équipements, c'est 70 à 80% des impacts environnementaux d'un point de vue pollution numérique.
Donc, c'est quand même déjà d'agir sur cette partie-là en deuxième objectif. Et il y a un troisième objectif qui n'est pas du tout négligeable et qui, pour le coup, est plus social. C'est qu'aujourd'hui, on numérise à tout va, hein. On fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de services numériques. Et donc, ces services, pour les utiliser, il faut être en capacité de les utiliser. Et on n'est pas tous logés à la même enseigne. On n'a pas tous les mêmes conditions d'accès au réseau. On n'a pas tous la même possibilité en termes d'acquisition d'équipement. Donc, encore une fois, est-ce qu'on a besoin d'avoir le dernier iPhone à la mode pour faire tourner un service public? C'est plutôt dommage. Donc, on n'a pas non plus tous les mêmes facultés psychiques ou physiques. Donc, il y a des personnes qui souffrent de troubles d'accessibilité, il y a des personnes qui souffrent d'électronisme, hein. En France, c'est un chiffre, je crois, qui est de l'ordre de presque 20%. Donc, l'électronisme, c'est les personnes qui ont des difficultés tout simplement à utiliser le numérique, hein. Donc, ce n'est pas un chiffre qui est négligeable. Et donc, on se dit que donc déjà, bien sûr, le fait de simplifier les interfaces, d'aller à l'essentiel, de réduire les prérequis techniques pour accéder à des services, forcément, ça permet à plus de gens d'en bénéficier. Et enfin aussi, pas surtout, mais aussi, si les équipements peuvent être pas forcément de dernière génération, on permet aussi à des gens qui aujourd'hui sont éloignés du numérique parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de l'utiliser, d'y prendre part, hein, tout simplement. Donc voilà, là, vraiment, ce que nous, on cherche à faire en éco-conception de services numériques, c'est vraiment ça. C'est forcément très positif, hein, c'est beaucoup d'objectifs positifs. Et, euh, et après, la démarche d'éco-conception en elle-même, c'est beaucoup, beaucoup de choses à la fois. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que ce n'est pas quelque chose qui va s'appliquer en fait à une étape précise d'un projet. On est vraiment dans une logique d'amélioration continue. Donc, une démarche d'éco-conception, c'est quelque chose qui commence très, très tôt, avant même qu'on commence à concevoir le projet, parce qu'on va devoir s'interroger sur la finalité du projet, à quoi on répond comme besoin, à qui on s'adresse, comment on veut s'y prendre, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment quelque chose qui doit se réfléchir très, très, très en amont du projet, déjà pour commencer, tout simplement parce qu'aujourd'hui, si on ne peut pas juste produire un truc qui est inutile pour tout le monde et essayer de le suroptimiser après, derrière, ça n'aurait aucun sens. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, hein. En numérique, c'est exactement la même chose. Donc, la démarche d'éco-conception commence vraiment très tôt. Et une fois qu'on est vraiment sûr de vouloir produire quelque chose qui va avoir de la valeur ajoutée pour quelqu'un, que ce soit pour les utilisateurs et pour l'environnement, là, on peut se lancer dans la conception et toutes ces démarches-là, donc conception, développement, mise en ligne, hébergement aussi, toutes ces choses-là s'inscrivent vraiment dans la démarche d'éco-conception de services numériques et c'est quelque chose sur quoi on va itérer tout simplement parce qu'une fois qu'on a livré un produit, les besoins peuvent changer. Il y a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de bonnes pratiques et beaucoup de choses à penser. Alors, moi, j'ai la chance sur la partie développement d'être freelance. Donc, c'est-à-dire que je gère tout le processus. J'arrive pas juste sur un projet où on me donne un cahier des charges, on me dit c'est ça qu'il faut faire. L'avantage, pour le coup, en tant que freelance, c'est que je peux intervenir dès le début du projet. Et donc, j'en viens à ce que je disais juste avant, c'est que j'ai des gens qui viennent me voir spécifiquement en me demandant des choses. Et moi, mon rôle, déjà, c'est de leur dire ça, ce que vous me demandez, ça n'est pas utile pour vous. Donc, la première chose à faire, encore une fois, avant même de commencer à coder, ça va être pour définir ce qui est utile et comment on va pouvoir mettre ça en œuvre. Je prends un exemple tout bête, hein, mais j'ai travaillé par exemple avec des restaurateurs. Quand on a des restaurateurs qui arrivent et qui vont vous demander, je veux pouvoir modifier ça, ça, ça ou ça sur mon site, il faut mettre tout de suite en fait le haut là et leur rappeler que leur métier à eux, c'est d'être restaurateur. Ils sont déjà hyper occupés. Et je prends cet exemple-là à dessein parce qu'on sait que les restaurateurs sont toujours en train de tirer sur le temps. Donc, euh, ils ont franchement autre chose à faire que venir casser des choses qui ont été mises en place en plus par un professionnel derrière, en sachant qu'ils ne sont pas webmasters et que voilà, ça risque plus de les pénaliser qu'autre chose. Donc déjà, remettre, c'est pas forcément facile à faire, hein, c'est quelque chose qui s'apprend, mais remettre vraiment chacun à sa place dans son rôle et éviter de donner des fonctionnalités qui n'auront vraiment aucun sens à des gens qui les utiliseront jamais. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe en fait, hein, quand on a une approche notamment CMS par défaut, on vient donner plein de fonctionnalités à des utilisateurs qui derrière, en fait, ne les exploiteront jamais. Donc le premier vraiment bon réflexe, mais il faut avoir la capacité aussi d'agir en tant que chef de projet. Il ne faut pas arriver juste avec un cahier des charges qu'on nous impose. C'est déjà vraiment de challenger ces besoins-là pour définir ce qu'on appelle les unités fonctionnelles. Ensuite, la chose qui me paraît essentielle, une fois qu'on a vraiment déterminé ce qu'on veut faire, c'est bien sûr comment on va le faire.
Et c'est là où c'est ce que j'aime à la fois sur le web, c'est qu'il y a vraiment un millier de façons de faire les choses, mais c'est aussi quelque part un petit peu dangereux. Et aujourd'hui, le plus gros problème qu'on va avoir, c'est qu'on tend à produire vite. L'objectif, c'est produire vite, en fait, avoir des livrables et livrer au plus vite. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans la majeure partie des outils qu'on va avoir, qu'on va utiliser pour produire justement plus vite, c'est des outils qui vont apporter du confort de développement, mais le problème, c'est que ces outils-là vont générer énormément de gras numériques, donc de choses pas forcément utiles sur ce qu'on va produire derrière. Je vais donner un exemple très bête. Si on veut par exemple produire une interface utilisateur, à partir du moment où on va commencer à mettre du React ou du Angular là-dedans, qui sont des bibliothèques JavaScript, en fait, on va avoir un confort de développement qui va être accru parce qu'on va se reposer sur des composants qui existent, sur des fonctions, des méthodes qui existent, et ainsi de suite. Sauf que tout ça, ça va se retrouver en fait dans le code qui est embarqué dans le produit fini. Et ces choses-là, donc c'est quelque chose qui nous a apporté du confort, mais qu'on fait peser aussi sur, sur l'utilisateur, en fait, sur les utilisateurs finaux. Et aujourd'hui, on voit que c'est un problème parce que, en fait, là, je parle de ces bibliothèques-là, mais il y en a plein. Il y a toutes les bibliothèques qu'on va cumuler, que ce soit pour du JavaScript, pour du CSS, tout ce qui va être back-end aussi, hein, tout ce qu'on va rajouter sur les langages serveurs. Et en fait, le problème, c'est que à chaque fois, pour chaque couche, on va rajouter plein d'autres couches et pour produire plus vite. Et tout ça, bah, ça pénalise énormément derrière les utilisateurs. Donc, quand je dis que ça pénalise de plein de façons, hein. Il y a tout ce qui est expérience utilisateur, bien sûr. Il faut savoir que forcément, le service numérique sera moins réactif, va mettre plus longtemps à être chargé. Il sera moins résilient aussi parce qu'il va être dépendant justement de plein de dépendances. Et aussi, tout ce qu'on déporte, encore une fois, sur le terminal du client, bah, c'est quelque chose qui, d'un point de vue environnemental, est vraiment très dangereux parce qu'encore une fois, plutôt que d'avoir tout ce qu'on peut avoir sur les serveurs avec la génération côté serveur, bah, on va le déporter sur des terminaux qui sont moins puissants, qui vont vite se retrouver saturés et qui aujourd'hui sont déjà problématiques de par leur renouvellement. Il n'y a pas de bons outils en fait qu'on va forcément systématiquement utiliser. Il faut vraiment utiliser des outils qui sont adaptés au projet et surtout dans la mesure du possible, il faut éviter de privilégier le confort de développement quand on sait que derrière, il va peser en fait sur les utilisateurs. Je parlais de CMS tout à l'heure, mais c'est typique hein, quand on cumule un CMS qui va déjà venir avec une base de données derrière, et puis forcément une architecture un peu plus lourde, et qu'on lui prend un thème par défaut qui vient avec plein de fonctionnalités et tout ça. Enfin, tout ça, ça va vraiment. C'est sûr, c'est facile de livrer un site web en 15 minutes en utilisant tous ces outils-là. C'est très séduisant, mais derrière, on ne va pas du tout s'y retrouver, quoi. Les utilisateurs sont vraiment très pénalisés et ça va surconsommer. Alors, encore une fois, il n'y a pas d'outil vraiment, bah, pour le coup, adéquat parce que tout va vraiment dépendre du besoin. Ce qui est sûr, déjà, moi, ce que je peux dire d'expérience, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est apprendre les standards pour commencer. Parce qu'on peut faire des choses vraiment très, très bien avec les standards, donc les standards du web, hein, que sont HTML, CSS, JavaScript, hein. C'est tout bête, mais aujourd'hui, venir utiliser du jQuery pour des trucs vraiment tout bête qu'on peut faire avec du JavaScript, maintenant que tous les navigateurs sont sur la même longueur d'onde depuis quelques années, il faut juste éviter, quoi. Et de la même manière, on va éviter de venir mettre une bibliothèque, enfin un framework CSS pour faire des mises en forme, en grille, en alignement, des choses comme ça, alors qu'aujourd'hui on a du Flexbox, on a du grid et que ça marche hyper bien et que c'est très simple à faire. Il faut vraiment la chose que moi je recommanderais déjà, c'est vraiment d'apprendre les standards, parce que je sais que ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en école et dans les parcours même de reconversion, c'est de tout de suite lancer les apprenants sur des surcouches en fait. Mais ces surcouches aujourd'hui elles ont de moins en moins lieu d'être, donc il faut déjà dès le départ vraiment les questionner. Alors après, quand on est vraiment dans un projet où on va être une équipe, ça peut être intéressant, effectivement, pour partager des conventions, pour aller plus vite, ou ça peut s'entendre. Mais en tout cas, faut éviter cette approche par défaut. Après, là où il va y avoir un choix qui va être important, c'est peut-être sur le rendu, parce qu'il y a plusieurs façons de rendre un site web ou une application web. Je parlais de génération client, côté client, je parlais de génération côté serveur. Tout ça, aujourd'hui, c'est un impact qui n'est pas négligeable. Alors, on pourrait parler aussi de génération dynamique. Typiquement,
le contenu est généré côté serveur et il est envoyé au navigateur, ou du statique, tout simplement, hein, du contenu qui n'est pas, enfin, il est envoyé par le serveur, mais il existe déjà, il n'a pas besoin d'être généré en allant prendre une information dans une base de données, en l'assemblant avec un template, et ainsi de suite. Et tout ça, c'est des choix qui sont déjà importants, parce que quand on a des sites, j'ai envie de dire tout bête, mais sans que ce soit péjoratif, hein, c'est pas forcément utile d'avoir une base de données derrière qui vienne le reconstruire à chaque fois, en sachant que l'expérience est la même pour tous les utilisateurs, que le contenu ne change pas, et ainsi de suite. Donc on peut s'orienter vers du statique, et pour ça, les générateurs de sites statiques aujourd'hui permettent de faire des choses sans forcément être à la main en train d'écrire soi-même du HTML. Alors, bien sûr, pour la mise en place, il faut en passer par là, mais après, avec un peu de Markdown, c'est quelque chose qui se fait très bien. Enfin, j'ai découvert encore récemment, je dis découvert parce que je n'avais pas l'opportunité de l'utiliser avant, mais Jekyll, par exemple, qui est un générateur de sites statiques qui est très simple à mettre en place et qui est en fait est très puissant. Il permet juste de mettre des trucs vraiment géniaux en place en très peu de temps, et tout en ayant une certaine flexibilité qu'on n'aurait pas forcément avec quelque chose qui serait écrit vraiment pour le coup complètement à la main. Je parlais du confort de développement qui ne devait pas peser sur le confort des utilisateurs. Là, il y a un exemple que moi j'aime bien, qui est assez parlant. C'est d'un point de vue, donc encore une fois, bibliothèque JavaScript, plutôt que d'utiliser, même s'ils ne sont pas tout à fait comparables, hein, mais après en fonction des besoins, plutôt que d'utiliser du React, du Angular, du Vue, tout ça qui va déporter le code, qui va vraiment l'amener aussi côté client, eh ben, il y a des façons de faire qui sont différentes, comme peut le faire par exemple du Svelte. Donc Svelte, l'approche de Svelte.js, c'est que plutôt que de faire interpréter ce code-là à chaque fois que l'utilisateur va charger la page, euh, on va avoir une expérience de développement qui sera facilitée, pareil, avec des conventions, des choses qui vont nous permettre d'accélérer le processus, sauf qu'on va aller compiler en fait ce code-là, on va le transformer en JavaScript natif. Donc, on a d'une part, comme tous les autres, un confort de développement qui est accru, donc ça c'est plutôt génial, mais derrière, en fait, il y a une étape de build qui va vraiment nous amener à avoir un code qui sera directement interprétable par le navigateur, et, euh, et avec une surcouche vraiment très minime, quoi. Par opposition, où React, on va remporter toute la bibliothèque. Donc ça, c'est une approche qui peut être intéressante. De la même manière, aujourd'hui, on a la possibilité. Là, on est moins sur les bibliothèques, mais pour revenir sur la génération, on a la possibilité d'avoir des rendus qui mélangent en fait du dynamique et du statique pour bénéficier du meilleur des deux mondes. Donc, c'est des approches qui peuvent être intéressantes aussi. L'idée, c'est vraiment, il n'y a pas vraiment de réponse parfaite, malheureusement, à cette question-là. Il y a plein d'outils qui sont bien, mais il y a aussi bien plein d'outils et trop d'outils qui sont en fait juste à la mode, qui sont très lourds, qui dépendent de plein, enfin, qui ont énormément de dépendances, qui sont très lourds à mettre en œuvre et qui, au final, ouais, vont permettre de produire plus vite, mais pour quel résultat, quoi? Mmh. Et déjà en éco-conception, oui, il y a des a priori sur le fait qu'il faut être ultra frugal, et en fait, c'est un a priori parce qu'aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, le but, c'est de produire quelque chose qui ait du sens. Donc en étant tout à fait pragmatique, on ne peut pas dire que toutes les expériences utilisateurs vont être pertinentes si on vient juste mettre du texte noir sur un fond blanc, pardon. Ça dépend vraiment du service numérique. Donc nous, l'objectif aujourd'hui, c'est pas de dire la page, il faut qu'elle fasse 1 méga, 2 mégas, 3 mégas et pas plus. En fait, il faut juste qu'elle ait ce que moi j'appelle des moyens proportionnés. Je reprends un exemple que je prends souvent, c'est que si je compare une page de résultats Google et une page de résultats de Netflix, forcément d'un côté j'ai plus de visuels sur Netflix, hein, tout simplement parce qu'on est sur un catalogue de vente en ligne de vidéos, alors que sur l'autre on est sur un moteur de recherche qui peut se permettre de lister des choses juste avec des réponses textuelles. Donc, on ne compare pas, l'intention n'est pas la même en fait sur les deux services numériques, et on ne peut pas les passer tous les deux dans une moulinette et dire celui-là est éco-conçu, celui-là n'est pas éco-conçu. Non, l'intention n'est pas la même. Donc, il faut mettre des moyens qui soient proportionnels, qui soient adaptés pour que le service puisse être utile. Si on vise vraiment l'ultra-frugalité à tout prix, on prend le risque justement d'avoir quelque chose qui soit certes très peu consommateur, mais consommateur pour rien en fait. Donc la finalité de l'éco-conception, c'est pas de dire on n'a pas le droit de mettre de vidéo, on n'a pas le droit de mettre d'image, on n'a pas le droit de. Non, non, c'est juste, si on le fait, il faut que ça ait du sens, et il faut surtout aussi que ce soit bien amené techniquement. Et ça, c'est souvent la ramasse.
Ensuite, sur le discours, bah, ce discours, déjà, à partir du moment où on n'interdit plus, ça change déjà forcément la donne. Mais il faut avoir aussi des arguments qui soient intelligibles pour les gens qui viennent avec des projets. Aujourd'hui, ces arguments, ils existent. Bien sûr, il y a les arguments environnementaux et sociétaux que j'ai pu donner tout à l'heure, hein, qui sont qu'on va permettre à des utilisateurs qui sont peut-être écartés du numérique ben, d'être davantage intégrés et de réduire la consommation d'énergie du service et de faire durer plus longtemps les équipements. Mais en face, vous aurez forcément des gens qui vont vous dire, pardonnez-moi l'expression, mais moi, je m'en moque un peu. Quoi. Je me suis retenu pour. J'ai trouvé une alternative qui passait mieux. Euh, En fait, il y a d'autres arguments que ça, parce que tout simplement, un service qui va être vraiment dans une logique de conception responsable, bah, je viens de le dire, il va toucher plus d'utilisateurs. Donc, si vous touchez plus d'utilisateurs, bah, forcément, vous pouvez potentiellement avoir plus de conversion. Donc, déjà, là, il y a une notion de retour sur investissement qui est importante. Ensuite, bien souvent, pas bien souvent, systématiquement, en fait, comme on va avoir quelque chose qui sera techniquement ben, plus désirable et plus performant, on va avoir des temps de chargement qui seront plus réduits, des stabilités qui sera meilleure, des parcours qui seront plus simples, une concentration du contenu à forte valeur ajoutée qui sera beaucoup plus forte. Donc en fait, tout ça, c'est des choses qui vont venir vraiment solidifier l'expérience utilisateur. Et encore une fois, l'expérience utilisateur, meilleure elle est, meilleures les conversions sont derrière. Donc on s'y retrouve aussi de ce point de vue-là. En termes d'architecture, c'est pareil. Si vous avez une page qui fait 10 mégaoctets, je caricature, une page qui fait 10 mégaoctets et qu'en face, vous pouvez le faire avec 1 mégaoctet, il faut bien vous dire que votre serveur il sera plus vite saturé pour servir la page qui fait 10 mégaoctets que celle qui fait 1 mégaoctet. Donc, ça veut dire que pour un même coût d'infrastructure, vous allez pouvoir en simultané servir plus de clients. Donc, encore une fois, d'un point de vue investissement, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et, et il y a les coûts de maintenabilité, pareil. Quand on commence à aller vers du Node.js, qu'on installe pas n'importe quel composant et qu'on se rend compte de toute la cascade de dépendances qui va derrière. On l'a vu encore récemment avec un développeur qui avait volontairement pourri son code pour, je ne sais plus trop pour quel motif, mais en tout cas, son code, qui était une dépendance parmi d'autres dépendances, mais qui était dans des milliers de projets, ça a cassé, ça a mis énormément de monde en fait complètement KO. Et ça montre bien que plus on va vers ces dépendances-là, plus on en a, et plus on a le risque forcément d'avoir un truc qui soit complètement down sans raison. Et tout ça, ça génère des coûts de maintenance qui peuvent être assez effrayants. Donc l'idée de cette simplicité-là, c'est aussi de dire ça va coûter moins cher à entretenir dans le temps. Sur la partie front-end, pour le coup. Et après, qu'est-ce qu'on peut citer d'autre? Alors, actuellement, vous avez le W3C, hein, le World Wide Web Consortium, qui gère les spécifications de HTML, CSS et pas JavaScript, parce que ça, c'est MaScript, qui s'interroge, enfin, qui a créé un groupe, justement, un community group, sur ce sujet-là de développement en fait web sustainable et auquel je contribue aussi. Donc ça veut dire que à l'avenir, on va avoir aussi beaucoup de choses qui vont venir de ce côté-là. Donc c'est plutôt bien. Et après, honnêtement, maîtriser vraiment les standards, savoir comment ils tournent, savoir comment ils réfléchissent, c'est aussi hyper intéressant et ça nous rend forcément plus efficaces. C'est pour ça que je conseille très sincèrement aussi la Mozilla Developer Network, donc, qui est une documentation qui est vraiment géniale, qui est très bien traduite d'ailleurs sur beaucoup de sujets en français, et où on va pouvoir trouver beaucoup d'informations sur des sujets nouveaux comme les images en WebP ou ce genre de choses qui sont des formats nouveaux dont on a besoin d'entendre parler, qui nous permettent aujourd'hui de proposer des expériences des expériences utilisateurs similaires, mais avec une bande passante réduite, tout simplement parce que les images sont plus compressées, mais que l'utilisateur n'y voit pas forcément grand-chose. Donc c'est aussi de s'intéresser sur ces aspects-là, sur ces aspects de mise en œuvre technique. Un truc tout bête, hein, mais qui a été mis en place, enfin, commence à être bien supporté il y a 2 ans et demi, 3 ans, l'attribut loading qu'on peut mettre sur les images. Ça coûte rien à être mis en place, c'est des trucs dont on peut se documenter justement sur la MDN. Et en fait, ça va nous permettre, quand on arrive sur un service numérique, il y a tout ce qui est en dessous, c'est sous la ligne de flottaison, ça va nous permettre de différer de différer toutes les images qui sont en dessous jusqu'à ce que l'utilisateur ait commencé à défiler et d'éviter de charger ces ressources-là inutilement. Donc,
Donc vraiment consolider ses acquis avec cette ressource-là, la MDN, et puis après, oui, creuser sur des aspects plus techniques, en sachant que sur vraiment la partie développement, c'est souvent du bon sens. Si on peut éviter de consommer des ressources dont on n'a pas besoin, l'objectif, il est là, en fait, en éco-conception, c'est d'être vraiment sur un usage à la carte, de dire, les ressources qu'on va consommer, elles sont utiles pour l'utilisateur au moment où on lui envoie. Et il faut essayer de différer autant que possible et être vraiment focus sur ce que l'utilisateur est censé faire, quoi, sur ces fameuses unités fonctionnelles dont je parlais tout à l'heure.